Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle feuille de route annoncée par le gouvernement d'Union nationale au Soudan du Sud. Alors que des élections étaient prévues pour février 2023, l'exécutif a annoncé la prolongation de la durée de la transition de 2 ans supplémentaires, fruit d'un consensus politique entre le président Salva Kiir et son rival, le vice-président Riek Machar. La Guinée-Bissau réorganise son secteur commercial afin d'être plus compétitif à l'échelle internationale. Le pays d'Afrique de l'Ouest mise notamment sur la noix de cajou, principal produit d'exportation du pays. Une prévision d'exportation de 200 000 tonnes de noix de cajou est annoncée pour le compte de la campagne 2022. Et malgré un ralentissement de l'inflation annuelle entre les mois de mai et juin en Égypte, la flambée des prix inquiète les consommateurs égyptiens et notamment les adeptes du koshari, spécialité culinaire du pays, un plat populaire normalement peu onéreux qui subit l'inflation des produits qui le garnissent. Mais tout d'abord, le pré-dialogue de Doha entre les autorités de transition tchadiennes et les groupes politico-militaires tend vers son dénouement. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, s'est envolé pour Doha ce vendredi 5 août avant la signature d'un accord de paix avec les groupes rebelles prévu ce lundi 8 août selon le site officiel de la présidence tchadienne. Rappelons que ces pourparlers sont ouverts depuis mars dernier au Qatar. Les participants doivent parvenir à un accord sur les conditions préalables à un dialogue national inclusif prévu à N'Djamena le 20 août prochain. Au Sénégal, c'est une première depuis 1960. La mouvance présidentielle a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. D'après les résultats provisoires officiels publiés le 4 août, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar reste en tête avec 82 députés sur les 165 que compte l'hémicycle. C'est 2 sièges de plus que l'alliance de l'opposition créée par Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal qui ont au total 80 sièges. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Les précisions de Cheikh Omar Kamara. La coalition Benno Bokk Yakaar du président Macky Sall a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier, publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Benno Bokk Yakaar, qui avait besoin de 83 sièges pour obtenir la majorité absolue, n'a finalement obtenu que 82 sièges. La mouvance présidentielle ne dispose désormais que de la majorité relative. La coalition Natangué Askan Wi n'a pas de siège. La coalition Art Sénégal obtient 1 siège au scrutin proportionnel. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Juste derrière Benno Bokk Yakaar, la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi menée par Ousmane Sonko a obtenu 56 sièges auxquels s'ajoutent les 24 députés de Wallu Sénégal, coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade avec qui elle a fait une alliance. Cette intercoalition cumule donc 80 députés au coude à coude avec la coalition au pouvoir. La coalition Wallu Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewwi Askan Wi obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. En attendant donc la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, tout se joue avec les plus petites coalitions qui se partagent les 3 sièges parlementaires restants avec qui les 2 camps devront composer. L'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal aura impérativement besoin de ces 3 députés pour asseoir une majorité et imposer la cohabitation au président Macky Sall et son régime. Benno Bokk Yakaar, quant à elle, devra nouer un accord politique avec un de ces 3 pour redevenir majoritaire.
Également dans l'actualité, au Soudan, une embuscade montée par un groupe armé qualifié d'illégal par les autorités a fait de nouvelles victimes dans la région du Darfour. Cette attaque a tué 5 membres des forces de sécurité soudanaises, issus de l'armée, de la police et des forces de soutien. Aucune information n'a été communiquée par les autorités sur le nombre de blessés ni sur d'éventuelles victimes du côté des assaillants. Rappelons que l'État du Darfour Ouest, région frontalière du Tchad, a fréquemment été le théâtre de violences meurtrières ces derniers mois. Le gouvernement d'union nationale sud-soudanais prolonge son mandat de transition de 2 ans. Une nouvelle feuille de route pour la transition a été mise en place face aux nombreux bouleversements connus depuis la signature de l'accord de paix revitalisé de 2018. La période de transition post-guerre civile entamée depuis 2020 était censée s'achever en 2023, mais s'étendra jusqu'à 2025. Les explications de Nathalie Mo. Le gouvernement sud-soudanais restera en place au cours des 24 prochains mois. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a prolongé la durée de la transition de 2 ans supplémentaires le 4 août 2022. Les autorités du pays ont annoncé une nouvelle feuille de route de la transition alors que des élections sont attendues en février 2023. Nous ne voulons pas vous précipiter dans une élection qui nous mènera à la guerre. Par conséquent, nous avons décidé de préparer le terrain au cours des 24 prochains mois pour ouvrir la voie à des élections au Soudan du Sud avec une armée unifiée, une constitution visionnaire et une solide compréhension de notre pays sur lesquels bâtir un gouvernement qui peut mener à bien la guerre contre la pauvreté, l'ignorance et le désespoir. Le processus de paix et de réconciliation subit de nombreux soubresauts depuis la signature de l'accord de paix revitalisé de 2018. Le gouvernement en place n'a pas réussi à implémenter la majorité des points de ce pacte, notamment la formation d'une armée nationale unifiée composée d'ex-combattants des groupes rebelles rivaux du pays. La présente prorogation de la transition a été rejetée par les partenaires au dialogue sud-soudanais. L'accord revitalisé était notre chance de corriger nos erreurs et je ne sous-estime ni ne rejette ce que nous avons déjà réalisé grâce à cet accord. Nous avons stabilisé le pays et établi un cadre pour transformer l'État en construisant des institutions efficaces. Le 5 août 2022, le président Salva Kiir a annoncé dans un communiqué que la prolongation de la transition est le fruit d'un consensus politique avec son principal rival Riek Machar. Il a indiqué que cette mesure n'est pas une manœuvre politique pour son maintien au pouvoir, mais une réponse aux défis posés par la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. En Guinée-Bissau, le secteur agricole représente près de 35% du produit intérieur brut, dont 10% sont directement attribuables à la filière anacarde. La noix de cajou, principal produit d'exportation, occupe une place de choix dans la réorganisation du secteur du commerce opéré par les autorités. Une augmentation de la production est d'ailleurs prévue et 200 000 tonnes de noix de cajou devraient être exportées en 2022. Plus de détails avec Philomène Tine. Au vu des nombreux défis à relever dans le secteur du commerce bissau-guinéen, le gouvernement cherche à renforcer ses relations avec les pays partenaires et à réorganiser le secteur, une manière de mieux promouvoir le commerce extérieur de la Guinée-Bissau. En ce moment, nous sommes en train d'organiser le secteur. Parce que, vous savez, le plus grand défi que nous avons, c'est par rapport à la restructuration de base de données des ministères de commerce. Jusqu'à présent, nous n'avons pas digitalisé les systèmes de données. Parmi toutes les organisations au niveau national ou international, toujours nous avons des difficultés de donner des informations très claires sur les données de commerce extérieur de la Guinée-Bissau. Les principales exportations de la Guinée-Bissau sont les noix de cajou qui contribuent à environ 80% des exportations totales du pays selon le Centre du commerce international. Sur une prévision d'exportation de 200 000 tonnes pour le compte de la campagne 2022, le pays a déjà expédié au moins 65 000 tonnes. Cette année, nous avons prévu une exportation environ jusqu'à 200 000 tonnes. Et jusqu'à présent, nous avons
contrôlé plus que des 100 000 tonnes. Là. On a contrôlé déjà dans le marché bissau-guinéen presque 17 000 tonnes prêts pour l'exportation. On a déjà exporté presque 67 000 tonnes. Par ailleurs, le financement du secteur privé en Guinée-Bissau demeure une problématique pour le gouvernement. Concernant le secteur des petites et moyennes entreprises, il bénéficie de certains projets d'industrialisation communs mis en œuvre au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la Guinée-Bissau est membre. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de choléra, infection diarrhéique aiguë, fait des ravages au Cameroun. Le ministère camerounais de la Santé a annoncé le 4 août que 200 personnes sont mortes de cette maladie dans le pays depuis octobre 2021. Sur les plus de 10 000 cas recensés, les autorités ont également indiqué que 4 régions continuent d'enregistrer de nouveaux cas et que la campagne de vaccination lancée en juin dernier se poursuit. Rappelons que la précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au Cameroun entre janvier et août 2020. Le plat national égyptien koshari est-il en danger? Certains consommateurs s'en inquiètent car le prix de ce plat populaire, normalement peu onéreux, a augmenté. En cause, la hausse généralisée des prix à la consommation due à l'impact de l'invasion russe en Ukraine. L'inflation du prix de ce plat national bouleverserait les habitudes quotidiennes de millions d'Égyptiens. Un sujet de la rédaction. L'inflation rend le koshari amer en Égypte. Cette spécialité culinaire est notamment composée d'oignons, de tomates, de lentilles, de pâtes et de riz. Autant d'ingrédients qui rendent la facture finale salée avec la flambée des prix due à l'invasion russe en Ukraine. Les millions d'Égyptiens qui consomment ce plat populaire et normalement peu coûteux craignent qu'il ne devienne un jour inabordable. C'est le repas du peuple. Personne en Égypte ne peut renoncer au koshari. C'est le plat le plus populaire et il aide les gens à remplacer d'autres plats plus chers car beaucoup de gens font beaucoup d'efforts physiques en une journée et ce repas est pour le citoyen moyen. Il est abordable car il ne coûte qu'environ 5 ou 10 livres égyptiennes. Mais maintenant, avec l'augmentation des prix, l'assiette commence à 12 ou 15 livres et peut atteindre environ 80 ou 70 livres égyptiennes. À peine remise de la pandémie de coronavirus, l'économie égyptienne subit un nouveau choc par les effets de la guerre en Europe de l'Est. L'inflation globale annuelle a dépassé les 13%, ce qui se ressent significativement dans le panier de la ménagère. L'impact de l'inflation sur le koshari est très redouté. Bien sûr, cela va faire une différence. Si je suis quelqu'un de la classe inférieure et que j'avais l'habitude de manger du koshari 5 fois par semaine, maintenant je n'aurai plus qu'à manger du koshari 3 ou 2 fois par semaine. Donc bien sûr, ça va avoir un impact. Les classes sociales supérieures vont être aussi impactées, parce qu'en fin de compte, c'est notre plat national. Le plat que n'importe qui peut acheter à tout moment, donc si son prix augmente drastiquement, ce sera un problème que tout le monde ressentira. Le gouvernement égyptien a récemment annoncé l'ajout d'1 million de familles à un programme de sécurité sociale, portant ainsi à plus de 20 millions le nombre total de bénéficiaires. L'Égypte, premier pays importateur de blé au monde, qui subit de plein fouet l'actuelle flambée des prix des matières premières, cherche depuis plusieurs mois à obtenir un nouveau cycle de soutien du Fonds monétaire international. Le report décidé par la Confédération africaine de football est opportun pour la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la CAN. Cette compétition continentale ne se tiendra pas en juin 2023, mais en janvier 2024 en raison des conditions climatiques, un décalage de 6 mois et qui doit permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer une meilleure organisation. Le point sur l'état d'avancement des travaux avec Philomène Tine. De juin 2023, la Coupe d'Afrique des Nations CAN que doit abriter la Côte d'Ivoire est repoussée en janvier 2024 en raison de la condition climatique très inquiétante dans le pays au mois de juin. Selon le gouvernement ivoirien, le pays n'était pas prêt à accueillir cette 34e édition du football africain en juin 2023, mais il le sera en janvier 2024 afin d'organiser la meilleure des CAN.
Assurément, ça peut être une opportunité pour la Côte d'Ivoire de mieux organiser la compétition. 6 mois de plus dans une organisation, ça permet toujours de corriger ou d'améliorer certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu cette rallonge. En matière d'infrastructures, les travaux au niveau des stades en construction ou en rénovation, les infrastructures routières et hôtelières et les différents sites en Côte d'Ivoire sont pour la plupart inachevés ou en phase d'achèvement. À cet effet, les autorités sportives ivoiriennes insistent sur l'obligation du respect scrupuleux du délai de livraison de l'ensemble des infrastructures fixé au 31 décembre 2022. Par rapport au délai du 31 décembre pour livrer les infrastructures, alors si on part du postulat que la Côte d'Ivoire était prête ou en tout cas envisageait sérieusement de pouvoir organiser la CAN en juin-juillet 2023, il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas se faire. Mais vous savez que quand vous prononcez le report, ça peut amener un relâchement. Si les Ivoiriens pouvaient être prêts pour juin-juillet 2023, il n'y a pas de raison qu'en décembre 2022, on ne puisse pas avoir les infrastructures. Suivant l'état d'avancement des travaux, le stade de Yamoussoukro est déjà achevé et réceptionné. Le stade de la Paix de Bouaké est en cours de réception. Quant au stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, avec un financement de 20 milliards de francs CFA, il est en train d'être remis aux normes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.